suis très heureux de vous retrouver pour vous proposer une relecture du chapitre 4 de mon livre On entend l'arbre tomber mais pas la forêt pousser, un livre que j'ai publié en 2013 chez Lattès. Et le chapitre que je vous propose s'appelle L'outil marxiste. C'est donc un chapitre sur Marx. J'ai toujours été un grand lecteur de Marx. J'ai toujours eu des livres de Marx près de moi. J'ai toujours considéré que c'était un immense philosophe, un très grand penseur, un très grand économiste. Je ne suis pas marxiste, bien évidemment, mais je pense que la puissance de la pensée de Marx est tout à fait exceptionnelle. Je crois que c'est très utile aujourd'hui, vous verrez. On parlera de questions comme la question de l'exploitation, la question du progrès, la question de la conception matérialiste de l'histoire, la lutte des classes. Je vous parlerai de l'art aussi, parce qu'il y a une analyse marxienne, plutôt de l'art. Donc je vais vous proposer une lecture adaptée de ce chapitre, en espérant que ça vous permettra de passer un moment intéressant et peut-être, si vous ne l'avez pas lu, de lire Marx dans le texte. Il y a des ouvrages de Marx qui sont un peu compliqués, mais il y en a d'autres qui sont aussi tout à fait accessibles. Et Marx est vraiment un immense penseur, et je pourrais pousser la provocation jusqu'à dire qu'il y a sans doute une lecture libérale de Marx. C'est d'ailleurs la lecture dont je me sens le plus proche, c'est celle que défend Karl Popper dans la société ouverte. On peut parfaitement utiliser Marx et être libéral. L'œuvre de Marx est riche et complexe. Il faut prendre le temps de la comprendre pour utiliser cet extraordinaire outil de compréhension du monde moderne. Ce que le surmoi collectif a retenu de Marx, ce sont les contradictions du capitalisme, et elles sont réelles, et le passage obligé au communisme comme fin de l'histoire, qui ne s'est pas produit et qui ne se produira pas. Ce que les économistes, logiquement relayés par les dirigeants d'entreprise, les bourgeois, les détenteurs de capitaux, critiquent le plus souvent chez Marx, c'est sa théorie de l'exploitation. Mauvaise pioche, car elle est juste. Marx est un contestable théoricien du socialisme, qui n'est pour lui qu'une abstraction, un fait non existant qu'il ne peut analyser à la lumière de son matérialisme dialectique. Il est en revanche un remarquable théoricien du capitalisme, et peut-être plus exactement du monde de fonctionnement de l'entreprise capitaliste. Là où le péché des économistes sera longtemps encore, après Marx, de concentrer leur analyse sur le marché, avec des questions comme « D'où vient le prix ? Comment se forment l'offre et la demande ? La concurrence est-elle toujours efficace ?» Question légitime. Mais Marx pénètre à l'intérieur même de l'entreprise pour comprendre comment s'articulent les rapports entre les individus et comment se forme la valeur. La question à laquelle il souhaite répondre est moins la question traditionnelle « Comment se forment les prix ?» que la question plus originale et peut-être plus difficile « D'où vient le profit ? Qu'est-ce qui explique son existence ? Pourquoi les profits ne tendent pas vers zéro ? Pourquoi sont-ils différents en fonction des secteurs ? Pour résoudre ce problème, obsédant à l'époque de la montée du capitalisme industriel et du salariat, Marx distingue 3 types de valeurs. Premièrement, la valeur d'usage, ce que les économistes dits marginalistes de la fin du XIXe siècle appelleront l'utilité. Il s'agit simplement de la valeur qu'un acheteur confère à la marchandise qu'il acquiert. Je n'achète pas une baguette de pain pour elle-même, mais pour la manger. C'est cette vocation alimentaire qui lui confère une valeur d'usage pour laquelle je suis prêt à payer un prix. Ce prix, c'est la valeur d'échange, deuxième catégorie de valeur chez Marx. Cette valeur d'échange qui est la résultante de la confrontation entre l'offre et la demande et qui découle notamment de la valeur d'usage, mais aussi des conditions d'offre. Si des inondations ont fait baisser les récoltes de blé, la production de pain chute et le prix de la baguette augmente. Si le nombre d'habitants de mon village est divisé par 2 et pas le nombre de boulangeries, le prix de la baguette va baisser. Il existe donc des liens entre valeur d'usage et valeur d'échange, mais pas une correspondance parfaite.
puisque la valeur d'usage est subjective, individuelle et assez stable dans le temps. La valeur d'échange, en revanche, est collective, dans la mesure où elle ne s'applique en principe pas seulement à une seule personne. Troisième type de valeur, enfin, la valeur travail, qui, comme la valeur d'usage, influence la valeur d'échange. Plus encore, c'est l'augmentation de la valeur travail qui permet d'expliquer que la production de marchandises débouche sur un enrichissement du capitaliste, détenteur des moyens de production, mais aussi de la société tout entière. Chez Marx, le capitalisme naît du travail. Le travail est la base de tout. Pour Marx, la valeur travail correspond au temps de travail incorporé dans une marchandise. Certes, la plupart des objets sont fabriqués à partir d'autres marchandises, brutes ou semi-finies, ce que l'on appelle les biens intermédiaires. Et puis, dans la quasi-totalité des cas, les individus utilisent, en plus de leur propre force de travail, des machines. Mais ces machines elles-mêmes, elles ont été produites grâce à du travail humain. D'une certaine façon, toute marchandise n'est que travail cristallisé. Marx considère donc que la valeur travail d'un objet provient du temps que les individus ont consacré à sa réalisation, ajouté au temps qu'il a fallu pour fabriquer les biens intermédiaires, les machines, et pour extraire les matières premières. C'est ce que Marx nomme dans sa langue acérée le travail mort. On comprend facilement que si les capitalistes paient les salariés, ceux donc que Marx appelle les ouvriers ou les prolétaires, s'ils les payent donc à leur valeur travail, ils ne réalisent pas de profit. Or, c'est bien ce mystère du profit positif que Marx cherche à éclairer. La solution, une fois énoncée, apparaît limpide. Les capitalistes n'achètent pas le travail des salariés, mais la force de travail des salariés, qui correspond à un minimum vital. Les salaires versés doivent leur permettre de se nourrir, de se vêtir, de se loger, juste pour reproduire leur force de travail, ni plus ni moins. La différence entre valeur travail et salaire est la plus-value extorquée par les capitalistes aux travailleurs. Pourquoi les capitalistes sont-ils en mesure d'extorquer une plus-value ? Simplement parce que, détenteurs des moyens de production, ils peuvent exercer, explicitement ou non, un chantage à l'emploi qui est également, un chantage à la subsistance. Ceux qui ne veulent pas travailler au salaire proposé peuvent aller voir ailleurs. Marx appelle exploitation le processus qui consiste à payer finalement moins d'heures de travail que ce qui a été nécessaire pour produire. Pour augmenter ses profits, le capitaliste doit intensifier l'exploitation des travailleurs, par exemple en augmentant le nombre d'heures travaillées ou alors en substituant des machines qui automatisent la production au travail, ce qui créera chômage et misère. Cette analyse, menée au cœur du XIXe siècle, est littéralement explosive. Elle signifie que le capitalisme, pour se perpétuer, doit exploiter les salariés, c'est-à-dire ne pas les payer au travail effectivement réalisé. Le capitalisme croît donc au détriment des salariés, ce qui n'est pas la moindre des contradictions. Si le capital, ce livre difficile, qui fait appel à un haut degré d'abstraction, est devenu la Bible du prolétariat, c'est parce qu'il a expliqué scientifiquement la condition des travailleurs. Marx fait passer l'exploitation capitaliste du commentaire politique à la science économique. Voilà ainsi théorisée la source de toutes les politiques socialistes qui auront pour but de rééquilibrer la relation entre le salarié et le capitaliste, notamment la création des syndicats de salariés, les salaires minimums, les congés payés, le droit du travail. La vision marxiste de l'exploitation est logique et elle est même dans une certaine mesure juste. Mais elle mène Marx à 3 conclusions qui sont fausses, complètement fausses, et qu'il faut évacuer pour faire en sorte que la pensée de Marx soit purifiée de ses erreurs. Première conclusion, le capital doit automatiquement se concentrer. Le régime normal du capitalisme exigerait des entreprises qu'elles baissent leurs prix pour gagner des parts de marché sur leurs concurrents. Mais pour pouvoir baisser leurs prix, les entreprises doivent investir pour réaliser des économies d'échelle. Elles ont donc besoin de capitaux financiers, toujours plus importants. Selon cette logique, les plus petites font faillite au détriment des plus grosses. Le capitalisme conduirait donc spontanément à la concentration du capital et des richesses. Tout n'est pas faux dans cette analyse. On l'a vu encore
récemment avec le phénomène des GAFA aux États-Unis, des BATX en Chine. Mais Marx commet sur ce sujet une erreur manifeste, qui sera d'ailleurs reprise par Lénine. Certes, il peut exister dans certains secteurs à certaines périodes des phénomènes de concentration, mais on voit aussi de grandes entreprises disparaître. S'il devait exister au fond une loi historique, ce serait peut-être davantage celle de la malédiction des grandes entreprises, enserrées dans leurs procédures, dans leur bureaucratie, dans leur crainte du changement. Ces grandes entreprises, elles finissent souvent par décliner. Darwin nous fournira des éléments intellectuels pour comprendre pourquoi, nous y reviendrons. Mais la prophétie marxiste, selon laquelle au bout du compte, il ne doit rester dans chaque secteur qu'une entreprise, elle ne s'est jamais réalisée. De la même façon, il n'y a pas de loi des inégalités dans le temps. Le degré d'inégalité, de concentration des richesses, il évolue. Dans les périodes d'innovation rapide, les inégalités ont tendance à s'accroître spontanément. Mais dans les périodes où la croissance repose moins sur la nouveauté, les écarts de rémunération peuvent se resserrer. Là encore, il n'y a pas de loi univoque, contrairement à la prophétie marxiste. La deuxième conclusion à laquelle devrait mener logiquement l'analyse marxiste de l'exploitation, c'est celle selon laquelle les salariés vont s'appauvrir. Ce qui est faux, bien évidemment. Pour augmenter leurs profits, les capitalistes doivent, dans la logique de Marx, soit augmenter le temps de travail, sans augmenter les salaires, soit remplacer les salariés par des machines qui, elles, ne revendiquent rien. Ce qui rejette les salariés dans la misère pour alimenter ce que Marx appelle l'armée de réserve industrielle, dans laquelle les besoins, les capitalistes pourront, en retour, puiser de la main-d'œuvre à faible coût. Problème, c'est très exactement l'inverse, ce que l'on a observé depuis le XIXe siècle, et dans des proportions à proprement parler colossales, puisque le temps de travail a été divisé par plus de 2, les salaires corrigés de l'inflation depuis la révolution industrielle ont augmenté de façon presque exponentielle, et la pauvreté est devenue un phénomène minoritaire par rapport à ce que l'on connaissait au moment où Marx écrivait, bien que ce phénomène ne soit pas éradiqué. Le chômage a connu de grandes fluctuations, mais sans montrer de tendance à l'augmentation. Aujourd'hui, dans les pays de l'OCDE, la règle, c'est le plein emploi. Pour aller plus au cœur de la théorie marxiste, le problème de cette théorie, c'est qu'en réalité, les salaires sont bien souvent pas simplement des salaires de subsistance. Dans les pays développés, en dépit d'une pauvreté minoritaire mais persistante, en dépit du chômage de masse dans certains pays, comme la France, un grand nombre de salariés peuvent partir en vacances, manger et boire, vivre dans des logements confortables, porter des habits qui non seulement les protègent du froid, mais soulignent leur apparence. Ils peuvent consacrer du temps à leurs loisirs pendant les week-ends, les jours fériés. Cela ne signifie pas que la théorie marxiste de l'exploitation soit complètement fausse. Cela signifie qu'elle n'est pas suffisante. Dernière conclusion de Marx, les profits issus du capital doivent baisser. Il s'agit de l'un des arguments centraux du marxisme, dont la présentation dans les ouvrages de Marx lui-même est souvent peu claire. Peut-être parce que le terme capital qu'il emploie à l'envi est riche de sens, et donc de malentendus potentiels. Pour Marx, la plus-value réalisée par les capitalistes émane de l'exploitation des salariés. Mais pour faire face à la concurrence, les entreprises doivent substituer continuellement des machines au travail pour automatiser la production et réaliser des économies. Problème, les entreprises constituent une sorte de poids mort que les entreprises ne peuvent exploiter directement. Le taux de profit du capital, mesuré par le pourcentage du bénéfice que rapporte le capital investi, est donc amené à baisser. Cette baisse peut être contrariée temporairement par l'irruption d'innovations, mais si les capitalistes veulent inverser durablement le cours des choses, ils n'ont d'autre choix que de baisser les rémunérations des salariés en diminuant leur salaire ou en augmentant le temps de travail. J'en ai déjà parlé. Mais dans ce cas, les salariés ne disposeront plus de suffisamment de revenus pour que les capitalistes écoulent leurs marchandises. On retrouve là, chez Marx, une contradiction interne au capitalisme qui doit le mener à sa perte. Bon,
Il est inutile de consacrer trop de temps à affirmer cette prédiction. Le capitalisme a progressé partout dans le monde. Presque tous les pays socialistes se sont convertis à l'économie de marché et aucun pays capitaliste ne remet sérieusement en cause le capitalisme. Dans les pays capitalistes, au long cours, les taux de profit n'ont pas baissé, mais ils ont fait preuve d'une grande stabilité dans le temps. En admettant néanmoins que la loi de la baisse des taux de profit soit juste, l'observation des faits devrait persuader les marxistes que les facteurs qui la contrarient, comme l'innovation technologique, reviennent en permanence. Marx, sur ce point, n'est pas le plus convaincant. Marx, au fond, est un pessimiste. Dans l'œuvre de destruction créatrice, il ne voit que la destruction et son coût social. Si par bonheur il pouvait participer à nos débats contemporains, il nous parlerait des ouvriers exploités dans certains pays pauvres, des salariés qui ne pourront pas s'adapter à la troisième révolution industrielle. Il nous parlerait de la difficulté du droit à réguler les nouvelles technologies, la finance. Il nous parlerait de l'effondrement possible de certains États insolvables. Lui qui était fasciné par l'électricité de la place de la Concorde lorsqu'il vivait rue Vaneau à Paris, c'était entre 1843 et 1845. Il adorerait Internet, l'intelligence artificielle, les robots, les biotechnologies, et il en comprendrait bien évidemment l'extrême importance. Mais il mettrait l'accent exclusivement sur le sombre visage du progrès. Vision partielle, mais utile, puisqu'elle analyse une partie de la réalité. Ce pessimisme est palpable dans l'œuvre écrite de Marx, disons, entre 1840 et 1870. Mais pourtant, c'est à ce moment justement que les conditions de vie des salariés ont commencé en moyenne à s'améliorer, et beaucoup plus en 50 ans que pendant plusieurs siècles auparavant. L'historien britannique, décédé il y a quelques années, Angus Maddison, avait consacré sa vie à reconstituer, à partir de sources éparses, des séries statistiques macroéconomiques depuis l'an zéro. Angus Maddison avait particulièrement étudié le XIXe siècle. Il avait montré que le phénomène de croissance économique partagée, c'est-à-dire bénéficiant à l'ensemble des habitants d'un pays, est très récent. Il débute à la toute fin du XVIIIe siècle et prend de l'ampleur à partir de la décennie 1820. C'est à compter de ce moment d'ailleurs que l'espérance de vie et les revenus augmentent en même temps. Angus Maddison calcule qu'au Royaume-Uni, l'espérance de vie à la naissance était inférieure à 35 ans au milieu du XVIIIe siècle. 100 ans plus tard, elle a gagné environ 10 ans. Entre 1750 et 1820, le nombre de décès avant l'âge d'un an tombe de 195 à 144 pour 1000. Alors de deux choses l'une. Ou bien Marx a sélectionné dans la réalité les faits qui abondaient sa théorie, ou bien ce qu'il a observé et théorisé n'est pas contradictoire avec l'extraordinaire augmentation du niveau de vie mise en lumière par Angus Maddison. Au regard de la rectitude de son parcours, de son dégoût du compromis intellectuel, il faudrait avoir de solides arguments pour penser que Marx était malhonnête. Une autre interprétation me semble plus plausible. Ce que Marx a vu au cœur du XIXe siècle, c'est très exactement ce que Schumpeter a étudié plus tard. La destruction créatrice, ou plus exactement la destruction avant la création, les inégalités avant la formation d'un nouvel ordre social. Les écrits de Marx recèlent de descriptions des conditions de travail et de vie qui soulèvent le cœur. Je vous lis un extrait du livre 1 du Capital. Marx reproduit en réalité un extrait du London Daily Telegraph, daté du 14 janvier 1860. Monsieur Bratton, magistrat de comté, déclarait comme président d'un meeting tenu à la mairie de Nottingham, le 14 janvier 1860, qu'il règne dans la partie de la population de la ville occupée à la fabrication des dentelles un degré de misère et de dénuement inconnu au reste du monde civilisé. Vers 2, 3 et 4 heures du matin, des enfants de 9 à 10 ans sont arrachés de leur lit malpropres et forcés à travailler pour leur simple subsistance jusqu'à 10, 11, 12 heures de la nuit. La maigreur les réduit à l'état de squelette.
Leur taille se rabougrit. Les traits de leur visage s'effacent et tout leur être se raidit dans une torpeur telle que l'aspect seul en donne le frisson. Le docteur Adler, toujours cité par Marx, c'est le médecin en chef de la maison de santé du North Staffordshire, rapporte. Comme classe, les potiers, hommes et femmes, représentent une population dégénérée au moral et au physique. Ils sont en général de taille rabougrie, mal faits et déformés de la poitrine. Ils vieillissent vite et vivent peu de temps. Flegmatiques et anémiques, ils trahissent la faiblesse de leur constitution par des attaques opiniâtres de dyspepsie, de dérangement du foie et des reins et de rhumatisme. Ils sont avant tout sujets aux maladies de poitrine, aux pneumonies, phtisie, bronchite, asthme. La scrofulose, qui attaque les glandes, les os et d'autres parties du corps, est la maladie de plus des 2/3 des potiers. Quelques lignes plus tôt, toujours dans le Capital, un autre médecin, toujours évoquant les potiers, souligne la diminution récente de la taille et du poids de cette catégorie d'ouvriers. Et plus loin, Marx cite de jeunes salariés, des tapisseries cette fois, des tapisseries britanniques. Je suis âgé de 13 ans, nous avons travaillé l'hiver dernier jusqu'à 9h du soir, et l'hiver précédent jusqu'à 10h. Presque tous les soirs cet hiver, mes pieds étaient tellement blessés que j'en pleurais de douleur. Et un père ajoute, mon petit garçon que voici, j'avais coutume de le porter sur mon dos lorsqu'il avait 7 ans. Aller-retour de la fabrique à cause de la neige et il travaillait ordinairement 16 heures. Bien souvent, je me suis agenouillé pour le faire manger pendant qu'il était à la machine, parce qu'il ne devait ni l'abandonner, ni interrompre son travail. Dans un autre chapitre, Marx étudie le temps de travail des ouvriers et le travail des enfants. Il cite 2 fabricants d'acier, messieurs Naylor et Vickers. C'est en 1865. 10% des 700 ouvriers de l'usine évoquée ici sont âgés de moins de 18 ans. Je cite. Les jeunes garçons ne souffrent pas le moins du monde de la chaleur. La température est probablement de 86 à 90 degrés Fahrenheit. À la forge et au laminoir, les bras travaillent jour et nuit en se relayant. Mais par contre, tout autre ouvrage se fait le jour de 6h du matin à 6h du soir. Dans la forge, le travail a lieu de midi à minuit. Quelques ouvriers travaillent continuellement de nuit, sans alterner, c'est-à-dire jamais le jour. Nous ne trouvons pas que le travail, qu'il s'exécute le jour ou la nuit, fasse la moindre différence pour la santé et vraisemblablement les gens dorment mieux quand ils jouissent de la même période de repos que lorsque cette période varie. 20 enfants travaillent la nuit avec les hommes. Nous ne pourrions pas nous porter bien sans le travail de nuit de garçons au-dessus de 18 ans. Vous voyez, j'ai du mal à le lire. C'est pas sans raison. Notre grande objection serait l'augmentation des frais de production. Il est difficile d'avoir des contremaîtres habiles et des bras intelligents, mais de jeunes garçons, on en obtient tant qu'on veut. Voilà, je referme les guillemets. Alors Marx n'est pas le seul à se faire l'écho des conditions de travail de certains salariés. Celui qui deviendra son meilleur ami, Engels. À seulement 24 ans, Engels est envoyé par sa riche famille pour un stage dans une manufacture anglaise. Ironie de la situation, il en tire une étude très défavorable évidemment aux capitalistes sur la situation de la classe laborieuse en Angleterre. Engels note qu'au-delà d'un prolétariat misérable, il existe également un sous-prolétariat, essentiellement peuplé d'Irlandais, qui déambule dans les rues en guenilles et qui se nourrit de pommes de terre. Engels note aussi qu'à Manchester, les anciennes maisons ont été abandonnées par leurs habitants. Elles sont désormais habitées par des foules d'ouvriers dans des conditions de saleté inhumaines. Et Engels rapporte qu'en 1842, un pauvre sur 6 en Écosse est atteint du typhus. Adolphe Jérôme Blanqui, c'est le frère du révolutionnaire, antisocialiste, anti-utopiste, effectuera en 1848 un constat similaire dans le nord de la France. Marx et ses amis ne sont pas les seuls à constater un décalage entre le progrès des techniques et les conditions de vie. Les médecins, les ingénieurs, les économistes, chargés de réaliser des rapports sur ces sujets, décrivent tous à peu près la même chose en France ou en Angleterre. Les logements des ouvriers sont petits, mitoyens pour économiser des terrains, mais donc ils sont peu lumineux, ils sont peu aérés, ils sont humides. Les enfants sont rachitiques. Les microbes se diffusent, favorisant variole, typhoïde, scarlatine et diphtérie. La littérature a d'ailleurs puisé certaines de ses meilleures pages
dans ce contraste entre une Angleterre entrant dans l'ère de la croissance industrielle et les conditions de vie des ouvriers britanniques. Dans Redburn, Melville raconte comment, en 1830, dans une Liverpool plus prospère que jamais, mais aussi pleine d'ivrognes, de prostituées, une mère meurt derrière un soupirail auprès de ses 2 enfants, dans l'indifférence la plus totale. Oliver Twist, le célèbre roman de Charles Dickens, raconte la terrible vie d'un jeune orphelin exploité, au sens marxiste, par Monsieur Sowerberry, le fabricant de cercueils. Zola, évidemment, dans Germinal. C'est publié en 1885, mais le roman se déroule en 1866. Et il raconte les conditions de vie terribles dans les mines de Montsou, c'est dans le nord de la France. Il donne chair à cette idée marxiste de contradiction entre le capital et le travail. Pour se documenter, Zola avait parcouru les corons du Valenciennois. Il avait assisté à des réunions syndicales, parlé aux mineurs et à leurs femmes, fréquenté les cabarets ouvriers, où la bière est mauvaise. Il a voulu vivre le cauchemar de la descente dans la fosse renard de la compagnie des mines d'Anzin, c'est à Denain. Marx a théorisé ce qu'il voyait et d'autres, ce que d'autres, intellectuels, médecins, artistes, voyaient avec lui, l'exploitation, la misère ouvrière, le travail des enfants. On ne peut, comme certains de mes amis libéraux le font naïvement, lui faire le procès du mensonge, c'est faux. Marx voyait que la croissance engloutit les coutumes et les hommes, avant de restituer la richesse et les années de vie supplémentaires. Il faut s'imaginer le contexte de l'époque. Les ouvriers de la laine, ou ceux du coton, ont dû voir arriver la machine à vapeur comme une immense promesse de progrès. L'être humain allait être libéré de la dureté du travail physique. Qu'ont-ils vu ? Eh bien, l'extraction minière du charbon, la métallurgie, l'usine, le bruit, le feu, les cadences de travail infernal, le travail des enfants. Naïvement, l'humanité crut alors que le machinisme allait tout de suite augmenter les revenus et améliorer les conditions de vie de chaque individu. Loin de ce rêve, avant le train pour tous c'est pas cher, il faut bâtir les rails, les locomotives, augmenter le temps de travail, se tuer au labeur dans l'enfer des usines. Et comme toujours dans l'histoire de l'innovation, cela prend du temps. Le chemin de fer apparaît en Angleterre vers 1825 et la première ligne française, c'est Saint-Étienne-Lyon, est inaugurée en 1837. En 1842, la France compte 1860 km de rails, ce qui est peu au fond. Le réseau atteindra 6000 km sous le Second Empire. Et le train deviendra, bien évidemment, un produit de consommation pour les masses. Dans l'intervalle, les capitalistes ont fait fortune. Mais les travailleurs, eux, s'enrichissent, certes, mais à peine. Et pour quelle vie ? Il est normal que des penseurs aient voulu comprendre pourquoi ce qui aurait dû constituer un bienfait pour l'humanité n'avait pas tenu ses promesses. Il est logique qu'ait alors commencé pour des raisons économiques la grande aventure intellectuelle et politique du socialisme. L'économie a tout changé au XIXe siècle et elle changera encore tout au XXIe siècle, parce qu'elle fonde les évolutions sociétales. Le socialisme ne s'identifie pas en totalité au marxisme. Les utopistes socialistes du début du XIXe siècle voulaient bâtir un monde idéal, mais leur démarche était peu scientifique. Le génie de Marx, c'est d'être sorti de l'idéalisme pour construire une méthodologie expliquant, alors mal, on l'a vu, mais expliquant néanmoins l'évolution de l'économie sur le long terme. La conception matérialiste de l'histoire, résumée dans l'une de ses phrases les plus connues, qui est un extrait de la contribution à la critique de l'économie politique, c'est en 1859, et cette phrase c'est bien évidemment, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, mais leur existence sociale qui détermine leur conscience. Ce matérialisme débouche sur une idée originale, et sans doute pour cette raison mal comprise. L'économie est importante.
Elle prime même sur le reste. Le matérialisme, c'est un économisme. C'est ce qui détermine le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, ce sont les technologies, les rapports sociaux, c'est ce que vivent les gens au fond, hein. Et en tout cas, l'économie devance l'idéologie et pas l'inverse. Marx le dit d'ailleurs, hein, les idéologies sont partiales et partielles. On ne se demande jamais ni d'où elles viennent, ni quel est l'intérêt de leur turiféraire. Bon, je suis pas d'accord à 100% avec ça, mais l'idée est très forte, hein. Pour Marx, ce qui en découle, et là encore, je ne suis pas complètement d'accord avec ça, mais l'idée est géniale, c'est que l'idéologie dominante, c'est la mise en pensée des intérêts de la classe dominante. Alors, évidemment, on va retrouver ça, mais dans une version très simplifiée, en réalité, et très stérilisante chez Bourdieu, pour qui l'on ne peut pas penser différemment de ses intérêts de classe. Marx était bien évidemment beaucoup plus fin que ça. L'idée forte de Marx, c'est de nous forcer à étudier les conséquences de conditions matérielles sur la pensée. C'est aussi parfois d'ailleurs de nous amener à nous poser des questions dans un sens inhabituel, hein. C'est vraiment l'analyse de Karl Popper dans La société ouverte et ses ennemis. Et Popper se demande pourquoi la plupart des sociétés interdisent la consanguinité. Bon. Alors pour les idéalistes et les psychologistes, c'est par aversion naturelle des individus. Pour Marx, c'est un produit de l'éducation. Alors, je ne tranche pas cette question sur laquelle je suis absolument incompétent, mais le matérialisme stimule la réflexion. D'ailleurs, attention, hein, le terme matérialisme, je m'arrête un instant là-dessus, mais ne doit pas s'entendre au sens vulgaire. Le réduire à l'idée selon laquelle ce sont les intérêts financiers qui guident le monde, c'est stupide. Marx a jamais voulu dire ça, il était trop au fait des réalités pour dire une pareille bêtise. Marx voulait renverser la logique couramment admise, et selon lui naïve, selon laquelle seules les idées guident le monde. Typiquement, les conditions matérielles dans lesquelles vivent les ouvriers au début du 19e siècle les amènent à revendiquer des droits par opposition aux intérêts de court terme des capitalistes. Ça ne signifie pas qu'ils ne s'intéressent pas à leurs amours, à leurs enfants, à leurs passions. Ça signifie que la réalité concrète de leur vie les conduit à développer une conscience de classe qui les guidera vers certaines idées, en l'occurrence vers les idées socialistes. Plus que cela, hein, le matérialisme bien compris n'entend évidemment pas dénier aux idées leur rôle historique, mais il signifie qu'un grand nombre d'institutions n'ont pas résulté d'une volonté intellectuelle et en retour influencent nos pensées et nos actions. Personne n'a pensé et inventé l'État ou le marché tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Mais en retour, que l'État ait pris une place si importante dans les sociétés occidentales fait naître un certain nombre de comportements, typiquement la politisation du débat public, surtout en France. Dans certains pays, l'importance donnée au marché fait sans doute naître des comportements individualistes. Et si certains marxistes à la Bourdieu ont voulu croire, ou feindre croire, que la pensée individuelle ne disposait d'aucune autonomie, qu'elle était enserrée dans les intérêts de classe, c'est qu'ils ont mal interprété, ou interprété malhonnêtement, l'œuvre de Marx. Simplement, ce que dit Marx, c'est que les conditions matérielles ont une grande influence. Et c'est Karl Popper, au fond, le libéral Karl Popper, admirateur de Marx d'ailleurs, comme moi, mais non marxiste comme moi, qui le résume de la façon la plus claire qui soit. J'ouvre les guillemets. C'est dans La société ouverte et ses ennemis, hein, dans le tome 2. Les facteurs psychologiques jouent un rôle, mais souvent secondaire par rapport à ce que l'on peut appeler la logique de la situation. Fermez les guillemets. La logique de la situation, retenez ça. Alors rentrons encore davantage dans le raisonnement historique de Marx. Le point de départ de sa pensée, c'est ce qu'il appelle les forces productives. C'est un jargon qui recouvre les techniques de production, les moulins, les machines, les ordinateurs, l'intelligence artificielle. C'est ce que Marx appelle l'infrastructure, ce qui détermine les rapports sociaux, échange de bons procédés comme sous la société féodale, le salariat, aujourd'hui, la flexibilité du travail, l'auto-entrepreneur. Bon. Cette idée, alors il la résume dans une célèbre formule, là c'est dans Misère de la philosophie, on est en 1847, la phrase est très connue mais elle est géniale, je la cite. Le moulin à bras vous donnera la société avec suzerain, le moulin à vapeur la société avec le capitaliste industriel. Alors aujourd'hui on pourrait dire l'informatique a tué les organisations trop verticales et trop hiérarchiques ou quelque chose comme ça. Bon. Ces rapports de production donc génèrent la formation de classes sociales. Il n'y a que deux sociétés sans classe chez Marx, c'est la préhistoire, alors c'est ce qu'il appelle le communisme primitif, et l'après-capitalisme, ce qu'il appelle le communisme bien évidemment. Ce sont des sociétés sans classe et sans propriété des moyens de production.
répète, je suis pas sûr que du point de vue historique, Marx soit parfaitement rigoureux sur ce sujet, qu'il ait raison. Cette idée que la fin de l'histoire est similaire au début de l'histoire, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on avait déjà présent chez Hegel. Cette idée, elle est très stimulante intellectuellement, et vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle est fausse et géniale à la fois. Dans la société antique, les progrès techniques dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'artisanat, concentrent la richesse dans les mains des propriétaires qui exploitent les esclaves. Dans la société féodale, la classe des seigneurs s'oppose à celle des serfs. Dans la société capitaliste, les deux classes qui se font face sont celles des propriétaires des moyens de production, donc les capitalistes, et celles des salariés, les prolétaires et les ouvriers. Ces classes pensent, réfléchissent, agissent en fonction de leur conscience de classe. La classe dominante, les capitalistes, met en place une superstructure qui correspond à sa propre conscience de classe. La politique, le droit, les arts, la philosophie, les religions reflètent donc la volonté de la classe dominante. Marx développe en particulier l'idée selon laquelle l'État n'est que l'instrument oppressif de la classe dominante. Un contresens consiste à penser que le marxisme suggère un État fort. C'est exactement l'inverse. Chez Marx, l'État est manipulé et lui conférer des missions d'intérêt général ou de justice sociale est sans objet. La politique est impuissante, au mieux elle accélère l'histoire. Au mieux elle peut apaiser les souffrances nées des révolutions, mais enfin chez Marx, retenez que la politique n'est rien d'autre qu'un avatar de la situation économique et sociale. Alors, cette société peut sembler une outrance, elle l'est d'ailleurs, mais cette idée est quand même très forte. Alors, problème chez Marx, la superstructure, elle est inerte, parce que la classe dominante, elle domine tout, elle veut conserver son influence. Alors que le progrès technique, lui, évolue sans cesse. D'importantes vagues d'innovation vont donc faire entrer en conflit les classes sociales entre elles, puisque la nouvelle classe dominante voudra contrôler la superstructure à la place de l'ancienne. Le conflit se résout finalement par une révolution, ce qui permet de réaccorder l'état des forces productives avec les superstructures de la société. La lutte des classes puis la révolution sont donc des nécessités historiques, liées en dernier ressort aux innovations technologiques, ce qui évidemment aujourd'hui peut inquiéter. Alors les révolutions sociales sont sans doute évitables, on a eu ce débat il y a un an encore avec le phénomène des gilets jaunes. Marx fait preuve d'une très grande audace d'esprit sur ce sujet. Ce qu'il nous dit, c'est que beaucoup des difficultés sociales que connaissent nos sociétés aujourd'hui proviennent du décalage entre des évolutions économiques rapides, l'infrastructure, et des conditions politiques et juridiques qu'on dirait gravées dans le marbre. Et on peut analyser le phénomène des gilets jaunes à cette aune marxiste, ce qui est peut-être pas d'ailleurs complètement rassurant si on suit cette logique de Marx. Mais bon, en tout cas, on perçoit la fécondité du matérialisme historique aujourd'hui, à une époque où le progrès technique va très vite et génère une vague de destruction créatrice colossale, et nous n'en sommes qu'au début, à mon sens. Donc Marx ne nous dit rien d'autre que la chose suivante, l'apparition et la diffusion des biotechnologies, des nanotechnologies, de l'intelligence artificielle, des robots redéfinissent les rapports de production, entraînent la formation de nouvelles classes sociales et peut-être changent la politique, changent le droit, changent la philosophie et changent l'art. On va en parler maintenant. Pourquoi parler d'art dans un livre centré sur l'économie et dans un chapitre consacré à Marx ? Parce que l'art nous aide à percer des mystères de l'économie et parce que Marx l'a démontré de façon limpide. Les phrases qui suivent sont extraites de son introduction à la critique de l'économie politique. C'est le livre de 1859. Et elles permettent de comprendre pourquoi l'art aide à appréhender l'économie et donc l'histoire. Ceux qui ont bien compris ce que j'ai expliqué sur la conception matérialiste de l'histoire vont parfaitement saisir la puissance des lignes qui suivent. Je cite. L'art grec suppose la mythologie grecque, c'est-à-dire l'élaboration artistique mais inconsciente de la nature et des formes sociales elles-mêmes par l'imagination populaire. Ce sont là ses matériaux. Mais la difficulté n'est pas de comprendre que l'art grec et l'épopée sont liés à certaines formes de développement social. La difficulté réside dans le fait qu'ils nous procurent encore une jouissance esthétique et qu'ils ont encore pour nous, à certains égards, la valeur de normes et de modèles inaccessibles. Les Grecs étaient des enfants normaux. Le charme qu'exerce sur nous leur art n'est pas en contradiction avec le caractère primitif de la société où il a grandi.
il en est bien plutôt le produit, et il est au contraire indissolublement lié au fait que les conditions sociales insuffisamment mûres où cet art est né, et où seulement il pouvait naître, ne pourront jamais revenir. Alors voyez, ce qui est résumé ici, c'est l'influence de l'économie sur l'art. L'art grec découle de la mythologie grecque qui elle-même symbolise le faible avancement économique et social de cette société, selon Marx bien évidemment. Et toujours selon Marx, si nous apprécions nous toujours l'art grec, c'est en raison de sa beauté surannée. Nous l'aimons car la beauté est sans doute éternelle. Alors ça d'ailleurs, je n'en parle pas dans le livre, mais je l'ai développé dans un autre livre qui s'appelle L'innovation sauvera le monde. C'est aussi une idée qu'on va retrouver chez une forme un peu différente, mais chez Hannah Arendt. J'en parlerai peut-être cette semaine, je referme la parenthèse, mais si nous l'aimons, c'est donc parce que la beauté est quelque chose qui est durable, qui est éternel, mais aussi, selon Marx, parce que les conditions matérielles qui ont présidé à son développement ne reviendront pas. Ça signifie que l'art, si je prends le problème dans l'autre sens, pour ainsi dire, est un guide irremplaçable pour connaître les conditions de vie d'une époque. Alors cette conception de l'art, d'ailleurs, elle n'est pas incompatible avec la définition stable de la discipline, celle qu'utilise mon co-auteur Luc Ferry, selon laquelle les œuvres artistiques incarnent dans une matière sensible une grande idée, et qui peut être de l'ordre de l'éthique, de la religion, de la philosophie, de l'économie, pourquoi pas. Cette incarnation est directement perceptible, ce qui la différencie des sciences sociales qui font appel à l'intelligence et moins à la sensibilité. C'est l'évolution de cette grande idée, au fond, qui détermine ce que sera l'histoire de l'art. Alors, Luc Ferry explique que l'art grec incarne la perfection de l'harmonie cosmique. L'art du Moyen-Âge incarne la féodalité. C'est pour ça que les gens importants, par exemple, sont plus grands que les petites gens. La peinture hollandaise, Ferry a beaucoup écrit là-dessus, en s'inspirant de Hegel, de l'esthétique d'Hegel. La peinture hollandaise, c'est le début de la spiritualité laïque, l'éloge du quotidien, qui, à travers l'art, acquiert une dimension sacrée. Alors, l'art italien de la Renaissance, c'est l'innovation, évidemment, au service de l'humanisme. Si je voulais faire un horrible anachronisme, c'est l'économie human-centric, pour reprendre le parfois atroce vocabulaire de la Silicon Valley. L'étude de l'art italien, de la Renaissance, de la peinture hollandaise, ce sont des éléments d'une magnifique leçon d'économie. C'est ce que dit d'ailleurs Marc Giget, qui est l'un des grands spécialistes français de l'innovation que j'aime beaucoup et qui a beaucoup travaillé sur la Renaissance. Il a la formule suivante, l'art fait la synthèse. Voilà, l'art fait la synthèse. Formule résume tout. Alors, l'exemple le plus évident, et Giget en parle souvent, c'est celui de la Renaissance italienne. Alors, je parlais dans une autre leçon sur Marx des travaux d'Angus Madison, qui a beaucoup travaillé sur le 19e siècle au niveau agrégé, mais aussi sur certaines zones, notamment sur les cités-États d'Italie. Il a beaucoup travaillé sur la Renaissance. Et ce que montrent les travaux d'Angus Madison, c'est qu'en 1500, l'Italie bénéficiait du niveau de vie le plus élevé au monde. La richesse se concentrait dans les cités-États qui constituaient à l'époque les principaux pôles de croissance économique. Venise, Gênes, Milan, Florence. Florence était sans doute pas la plus riche, sans doute moins riche que Venise ou Gênes surtout. Elle n'était pas au bord de la mer. Donc peut-être que l'accent mis par les historiens sur Florence au détriment des autres villes a été excessif. Mais enfin bon, c'est la ville de Machiavel, de Michel-Ange, de Pétrarque, de Léonard de Vinci. Mais enfin, c'était néanmoins un centre économique tout à fait significatif, notamment dans le lainage, dans la soierie. C'était la ville de la banque, bien évidemment. Et puis, et ça, on trouve ça évidemment chez Braudel, comme Venise, Florence, c'est le symbole du capitalisme, y compris financier, et de la mondialisation avant l'heure, avec une foi dans le progrès omniprésente, croissance qui génère de l'optimisme, de la joie de vivre. Ce sont des cités-États, je pense à Venise aussi, dirigées par une technocratie qui pratique un peu la démocratie, mais qui fait quand même passer les affaires avant le reste. On pense aux Médicis à Florence, Côme de Médicis, qui combat l'opposition en généralisant le redressement fiscal, qui pratique aussi les conflits d'intérêts, évidemment. Les Médicis, la banque Médicis, on finance les amis, les groupes de pression, on est mécène pour les artistes. Et l'art pictural, il synthétise tout ça.
On a donc une double synthèse, les peintres de la Renaissance italienne, qui retranscrivent les structures de la société tout en utilisant les techniques les plus récentes. Pour Léonard de Vinci, la peinture est la plus parfaite des sciences parce qu'elle oblige à connaître le corps humain mieux qu'un médecin, ou les marbres mieux qu'un architecte. Et la peinture nécessite aussi d'étudier, de comprendre non seulement ce qui est matériel, mais toute l'étendue des passions humaines. C'est ce qu'on va retrouver dans le mariage de la Vierge, typiquement, de Raphaël. Donc on est en 1504, là. Qui utilise les progrès les plus récents de la géométrie, les lois de la perspective, les ombres, et puis qui représente l'architecture de l'époque et qui symbolise l'humanisme. Donc la peinture de la Renaissance fait apparaître des visages qui semblent s'exprimer devant nous, et typiquement Raphaël diffuse par ses œuvres l'urbanisme, la géométrie, la perspective. Sassetti, 1488, c'est l'un des principaux dirigeants de la Banque Médicis, se fait peindre avec son fils devant une ouverture sur la mer. Et la mer qui symbolise le commerce lointain. Donc la croissance économique fait passer la peinture italienne, et là on revient à Marx, des thèmes religieux à des thèmes plus profanes. Des portraits de bourgeois, des scènes de genre de la société florentine, des gens malades, leur intimité, et puis quelque chose d'un peu people. Botticelli, l'un de ses plus célèbres tableaux, à la naissance de Vénus, il peint Simonetta Vespucci. Simonetta Vespucci, c'est la première star, on l'appelait la sans pareille. On est là dans le dernier quart du XVe siècle. La sans pareille, elle est l'égérie des artistes, mais au fond, tout le monde la connaît. Tous les habitants en ont entendu parler. Elle meurt très jeune, à 22 ans, de la tuberculose, et son cercueil est suivi par des dizaines d'anonymes. En 2011, s'était tenue au Palais Strozzi de Florence une exposition sur la banque et la peinture de la Renaissance. J'étais allé voir ça, et j'étais vraiment ravi parce que c'est très rare d'avoir des expositions qui portent sur une thématique économique, et les responsables de l'exposition, de façon, alors voulue ou pas, mais très, très marxiste, disaient explicitement qu'ils voulaient souligner la dépendance de la peinture, enfin les interdépendances entre la peinture et la banque. Et c'était très juste, puisque les banquiers étaient les principaux mécènes des peintres. Même Fra Angelico, très pieux, vous savez, Fra Angelico, il pleure quand il peint un crucifix. Eh bien, il représente les funérailles de Marie à la mode des enterrements florentins bourgeois. Donc, les œuvres des peintres italiens de la Renaissance constituent à la fois un catalogue des meilleures innovations et un reportage de la société. L'art est bien une superstructure au sens marxien qui exprime les conditions matérielles, mais qui profite aussi de la technique, que les artistes sont parmi les premiers à utiliser au service du beau. Alors cette logique, on la retrouve évidemment avec la peinture flamande du siècle d'or, à partir du XVIe siècle, les entrepôts en bordure des canaux, les textiles, le tabac, le sucre, les alcools. Les Hollandais développent l'industrie, comme les Italiens quelque temps avant, à partir du commerce international, transforment des biens pour les améliorer en belles marchandises. On a l'émergence d'une industrie de luxe. Bon, vous trouvez tout ça chez Brodel, évidemment. Les boutiques de bijoux, de soie, de tapis, la finance arrive. Et ça encore, c'est quelque chose qu'on retrouve avec des portraits de banquiers, notamment. Alors, développement économique hollandais va en retour avoir des répercussions sur le marché de l'art, puisque la demande de tableaux commandés par des particuliers devient énorme, à tel point que les peintres constituent des stocks. Donc les peintres se stockent, peignent à l'avance, sur commande bien évidemment, et se spécialisent. Pour des raisons économiques, on est chez Adam Smith, on est dans la spécialisation du travail, certains font des portraits, d'autres font des paysages, d'autres des natures mortes, on a des sous-catégories, les peintures de marine, les scènes de taverne, des fermes, bon. Il y a quelques exceptions, bien évidemment, Rembrandt par exemple, peut-être une exception, mais il faut bien imaginer que beaucoup de peintres de cette époque sont complètement oubliés, et que les tableaux se vendent dans les boucheries et les boulangeries. Ça, c'est un article que j'avais trouvé qui était tout à fait remarquable dans un numéro de Connaissance des Arts qui a quelques années. Donc on voit l'apparition d'une classe moyenne, et c'est ça ce que vont représenter les peintres hollandais comme Vermeer ou Steen,
C'est les scènes d'intimité, la classe moyenne, la femme à la toilette, des grandes familles bien logées, les plaisirs de la vie. On voit des politiques, les bourgmestres, la société civile, les marchands, les avocats, les musiciens, des fonctionnaires, des militaires, des greffiers. Voilà, des jeunes filles qui lisent, qui éventuellement peuvent jouer de la musique. Deux tableaux peut-être alors très emblématiques de cette période qui illustrent ce que dit Marx. Alors l'un des tableaux évidemment les plus connus de toute l'histoire de la peinture, les époux Arnolfini, Van Eyck, on est en 1434, généralement considéré comme le premier portrait non religieux de l'histoire de la peinture. Bon, faudrait demander à des historiens de l'art. Mais ce qui est très intéressant, c'est... Alors, la pose est intéressante, mais l'intérêt du tableau vient surtout de tout ce qu'on voit autour. Le style de vie d'un marchand italien émigré à Bruges, pour des raisons d'affaires. Donc, on est toujours dans la mondialisation. Et puis, l'intérieur de la maison qui donne sur la ville et qui respire le confort. Et puis, le deuxième tableau passionnant, qui est à Londres, me semble-t-il. Il doit être au British Museum. Si mes souvenirs sont bons, c'est les ambassadeurs d'Holbein. Donc là, on est bien après Van Eyck, on est un siècle plus tard. Donc le tableau représente l'ambassadeur de France en Grande-Bretagne, visité par un ami, et la scène se passe à Buckingham. Les jeunes hommes sont accoudés et on trouve un globe, une horloge, un livre, une équerre, un compas, un luth, une partition, une carte, parce que ces objets sont liés aux 4 obsessions du moment: la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie, l'art. Et évidemment, chacun connaît ce tableau qui est en anamorphose. Enfin, on voit un crâne en anamorphose qui rappelle que la vie passe comme un claquement de doigts. Et ce que les personnages nous disent, c'est voilà ce que la Renaissance nous mène, voilà ce que la Renaissance nous laisse, voilà le niveau d'invention et de prospérité à partir duquel vous allez vous hisser, voilà ce que la technologie permet, faites-en un usage humaniste. Alors les historiens de l'art pourraient nous expliquer tout ce que cette discipline nous dit sur l'économie, ils le disent pas suffisamment. Je pense qu'on gagnerait beaucoup à avoir beaucoup plus de liens académiques entre les historiens de l'art, les économistes, les historiens. Mais on retrouve quand même de façon très, très générale à la Renaissance et au siècle d'or cette idée d'innovation plutôt heureuse, de mondialisation, d'humanisme. L'homme reste supérieur à la machine. Les machines sont très présentes, mais l'homme reste au centre, comme je le disais tout à l'heure. Et cette analyse, c'est peut-être Marx qui l'a formalisée de la façon la plus ramassée et la plus frappante. Que faut-il garder de Marx ? Faut-il tout accepter ? Non. Car à le faire, on tomberait dans l'historicisme. Cet historicisme dénoncé par Karl Popper, cette histoire envisagée comme un flux parfaitement dirigé, sans surprise, sans détournement possible, qui ne rêve pas de disposer d'un outil qui permette de prévoir le futur. Certes, mais les prophéties de Marx ne se sont pas réalisées. Le capital ne s'est pas concentré à l'infini. La richesse non plus. Les profits des entreprises n'ont pas disparu. Surtout, les conditions de vie des plus pauvres se sont considérablement améliorées. Et si l'État est dominé par une classe, ce n'est pas celle des capitalistes. Dans les pays développés, l'épargne, les patrimoines, les héritages sont taxés, parfois fortement taxés. Et ce sont les dépenses sociales qui progressent le plus, financées par des impôts progressifs. Le capitalisme ne s'est pas écroulé au profit du socialisme, il fleurit partout. Certains marxistes, jusqu'au boutistes, idéologues, peuvent bien nous dire que ce n'est qu'une question de temps, et que le temps du socialisme viendra. Mais, pour l'instant, le principe de réalité leur donne tort. Comme l'a souvent rappelé Karl Popper, le marxisme pris comme un historicisme, une science de la prévision, est une impasse intellectuelle et politique. Raymond Aron a bien montré qu'elle menait au totalitarisme.
Et si l'histoire est une science, si l'histoire est prévisible, alors rien ne sert de la contrarier. Au contraire, la démocratie peut donc s'effacer. En revanche, considérez, comme j'ai essayé de le faire ici avec vous, comme un outil de réflexion, remettant au centre du jeu l'impact sur la société, des technologies, des conditions matérielles, une théorie permettant de peser les rôles respectifs de l'économie, d'un côté, du droit, de la politique, de l'autre. Le marxisme est une aide irremplaçable. C'est pour cela que nous devons lire Marx, utiliser Marx, aimer Marx, mais sans naïveté.